et 4 nouveaux membres avant de les renvoyer à leur fonction. Également, dans ce journal, je le disais en titre, rentrée des cours et tribunaux, c'est demain, jeudi 13 novembre, sous la présidence du chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette rentrée judiciaire est un événement au cours duquel les acteurs du monde judiciaire font le bilan de l'année écoulée et tracent les perspectives pour l'année à venir. Le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, est le thème de cette année. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général de la Cour suprême, Nouhoum Boiré, au micro de Alousseni Touré. La rentrée judiciaire des cours et tribunaux est une tradition solennelle du monde judiciaire. C'est une occasion de faire l'ouverture officielle de l'année judiciaire. Et en même temps, c'est un moment de réflexion sur les orientations de la justice. Donc, à l'occasion de cette cérémonie, on fixe le bilan de l'année écoulée et on présente le bilan d'abord de l'année écoulée et on fixe des priorités pour le renforcement de l'état de droit et la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Les thèmes choisis cette année s'intitulent le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Et le choix de ces thèmes répond aux exigences de l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que la gestion des finances publiques est au cœur même de la gouvernance de tout État moderne. Donc, à travers le contrôle exercé par la Cour suprême, et le contrôle exercé par la Cour suprême et particulièrement la section des comptes de la Cour suprême, constitue un rempart contre la mauvaise gestion, contre la corruption et contre le gaspillage des ressources publiques. Donc, nous avons mis en honneur ce thème pour rappeler que la transparence, la reddition des comptes sont des piliers de la bonne gouvernance. Donc, qui dit bonne gouvernance parle de transparence, parle de la répartition équitable des ressources publiques et parle aussi de la lutte contre la corruption et de la redevabilité. Donc, nous invitons vraiment le public à venir massivement à la cérémonie, qui est une audience solennelle et publique. Le rendez-vous est pris pour demain. Audience au Haut Conseil des collectivités du Mali. Le président de l'institution a reçu ce matin une délégation de l'Agence burkinabé de l'électrification rurale pour une visite de courtoisie. Au cours des échanges, Mamadou Satiki Diakité a donné des conseils et orientations à ses hôtes. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général de l'Agence burkinabé de l'électrification rurale au micro de Mamadou Fani. L'objectif de cette visite, c'est juste d'abord témoigner notre présence à Bamako ici et donner l'objectif bien sûr de notre séjour et bien sûr justifier le choix bien sûr de Bamako. Les deux pays partagent les mêmes visions, que ce soit au niveau politique, au niveau de la gouvernance qu'au niveau du développement. La présente visite vise à renforcer les acquis qui ont été engrangés en 2024 dans le sens même de mobilisation des financements et bien sûr du partage d'expériences techniques en matière bien sûr d'électrification rurale. Il y a également le volet gestion bien sûr des ouvrages en milieu rural qui reste vraiment un défi majeur parce qu'une chose est de construire, une autre chose est bien sûr de pouvoir l'exploiter voilà, pour le bien-être des populations. Et nous souhaitons que les cadres d'échange que nous aurons avec notre structure Serre Amadère, nous aurons en tout cas capitalisé quelque chose voilà, qui va nous servir bien sûr aux deux pays d'aller de l'avant. Le collectif de la diaspora malienne de France dénonce la campagne médiatique dirigée contre le Mali en cours et appelle au respect de la déontologie et véracité des faits. Écoutons le porte-parole du collectif, Abdoulaye Traoré. Nous, collectif de la diaspora malienne de France, constatons depuis plusieurs semaines une multiplication des campagnes médiatiques tendancieuses visant à orienter l'opinion publique à travers des informations biaisées, tronquées ou volontairement sensationnalistes. Ces pratiques portent gravement atteinte au droit fondamental à une information libre, honnête et équilibrée, relayée en France et en Europe par certains organes de presse et plateformes numériques basées en France telles que RFI, Jeune Afrique, BFM TV, France 24, Radio France, Le Monde, LCI, Les Points, La Tribune, TF1.
Elles s'inscrivent dans une logique manifeste de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale. Leur objectif est clair, déstabiliser nos institutions, s'aimer le doute dans les esprits et entraver les efforts entrepris pour la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement durable. Nous dénonçons fermement la diffusion d'informations partielles ou sorties de leur contexte, les manques de pluralité dans les analyses et les points de vue présentés, l'absence de vérification rigoureuse des faits avant publication. Nous appelons les journalistes à exercer leur métier dans le respect de la déontologie et de la véracité des faits. Les citoyennes et citoyens à développer un esprit critique face aux sources d'information. Vive le Mali, que Dieu bénisse les Maliens. Atteindre 1 387 milliards de francs CFA d'ici au 31 décembre 2025, c'est l'objectif visé par la Direction générale des impôts. Et pour atteindre cet objectif, le directeur général des impôts poursuit sa visite dans les centres d'impôts de la capitale. De ce fait, les agents des impôts promettent une forte mobilisation. Reportage Nyanya Alou Traoré et Barakou Maïga. 2 mois après la réunion d'urgence tenue à la DGI en termes de mobilisation des ressources, le patron des impôts descend dans l'arène. Amadou Fall Djanka veut constater l'effectivité des recommandations et instructions faites lors de cette rencontre. Sur les 2 rives de la capitale dans les centres d'impôts, le soutien ne faiblit point et la volonté d'accompagner nos autorités pour faire face aux dépenses étatiques est plus que jamais réaffirmée. Le 104 est à plus de 20 milliards de recettes, 20 milliards 097 plus précisément, sur une prévision de plus de 23 milliards 900. Donc, soit plus de 83% de réalisation. Nous nous engageons devant Dieu et les hommes de mouiller le maillot, de nous battre ensemble comme un seul homme pour l'atteinte des objectifs de l'année 2025 qui nous a été assignés. Même son de cloche dans les locaux abritant plusieurs divisions de contrôle de la DGI à l'ACI 2000, notamment celle de la recherche et vérification dirigée par Amadou Yarou. Ici, on ne recouvre pas spécifiquement, mais la division a toute sa place dans la chaîne de mobilisation. À ce stade ici, ils ont 1100 dossiers à vérifier. Et ces vérifications, si réellement il y a eu des résultats de ces vérifications, nous on les appelle des rappels d'impôts. Ces rappels d'impôts, si on les met en émission et en recouvrement avant la fin de l'année, ils peuvent contribuer considérablement à l'atteinte de l'objectif. Partout où la délégation est passée, ce sont des travailleurs motivés à atteindre la somme de 1 387 milliards de francs CFA d'ici le 31 décembre au compte de l'exercice comptable de l'année 2025 pour le budget d'État. Nous, en tant que syndicat, nous pensons que nous devons être aux côtés des travailleurs pour défendre leurs intérêts. Et si c'est la direction elle-même qui dit qu'elle est prête à jouer son rôle pour que les agents soient dans de bonnes conditions, dans la mesure de leurs moyens, pour que la mission soit accomplie, on ne peut que s'en réjouir. Au 31 octobre, en application des recommandations, le CIM2, sur une prévision de 925 millions, a réalisé à la date du vendredi dernier 960 millions. Donc on va s'engager. Le reste des prévisions jusqu'au 31 décembre, ça doit faire dans les 4 milliards 300. Au centre 5 à Badalabougou, on retrouve la seule dame à occuper ce poste de responsabilité aux impôts dans le district. On va continuer la mobilisation des recettes parce que notre pays actuellement est en pleurs. Notre pays mérite cela. Et l'État compte sur la seule mobilisation des recettes intérieures. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de la DGI, Inch'Allah. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, dit-on, cette sortie du directeur Djanka, qui est une première d'après les agents rencontrés sur le terrain, a tout son sens. Elle est non seulement de portée nationale, mais elle a permis de renforcer ce lien avec la base. Et je suis satisfait parce que j'ai retrouvé des agents motivés, des agents engagés pour la cause nationale, des agents engagés pour la mobilisation des ressources au profit de l'État. Le directeur général des impôts était accompagné d'une forte délégation composée de ses plus proches collaborateurs. Une image forte qui magnifie l'esprit collégial de la structure pourvoyeuse de recettes pour l'État.
Atteindre 1387 milliards de francs CFA d'ici au 31 décembre 2025, c'est bien possible avec les agents des impôts. Après Octobre Rose, qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, et pour être tout à fait complet, Novembre Bleu vient d'être lancé, un mois dédié à la lutte contre les cancers masculins, parmi lesquels le cancer de la prostate. Les hommes ont eux aussi l'occasion de se faire dépister à travers cette campagne initiée par l'Association malienne des urologues. Cette première édition vise à briser le tabou autour de la santé masculine. Le reportage de Maïmouna Guindo et Oumar Katraoré. La couleur bleue s'invite ce mois-ci dans les hôpitaux, les rues et les médias. Derrière cette vague symbolique, une cause de santé publique encore trop souvent passée sous silence, le cancer de la prostate. Les urologues maliens ont donné le ton du mois de sensibilisation baptisé Novembre Bleu, rejoignant ainsi une dynamique mondiale. La prostate, qui est une glande normale chez l'homme, qui peut être atteinte par plusieurs maladies, dont le cancer. Il faut dire que le cancer est le premier cancer urogénital chez l'homme. Plus de 100 cas sont diagnostiqués par an dans le service d'urologie du CHUD.G. Pendant tout ce mois de novembre à Bamako, une campagne de dépistage du cancer de la prostate à l'intention des hommes de 45 à 70 ans. À travers Novembre Bleu, notre objectif est d'encourager les hommes à prendre soin de leur santé, promouvoir le dépistage régulier du cancer de la prostate et des autres cancers masculins, et mobiliser les familles, les communautés et les médias pour briser le silence autour de ces maladies. Sur plus de 1100 cas de cancer enregistrés au Mali, 3% touchent les hommes. Une proportion qui pourrait baisser si chacun prenait le réflexe de se faire consulter. C'est le message que porte Novembre Bleu. Nous notons malheureusement que plusieurs facteurs font que certains sujets sont victimes en gardant le silence de cette maladie du fait. La peur, la honte et le manque d'information. Donc c'est le lieu pour moi de vous inviter à aller dans les structures de santé pour être mieux orientés, car nous disposons de plateaux techniques adéquats et performants pour la prise en charge de toute pathologie liée à la prostate. À la fin de la cérémonie, le ministre de la Santé s'est prêté à un jeu symbolique sur le terrain. En marquant quelques buts, elle a voulu illustrer la victoire contre le cancer de la prostate. Faisons à présent un tour à Bamex 25 au parc des expositions. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue en charge de la communication ont animé une conférence de presse sur la situation actuelle marquée par une cabale médiatique contre notre pays. Ils ont rappelé les efforts consentis par les autorités dans le cadre de la sécurité. Bemba Sibi. Ici, c'est le Mali, nous sommes bien à Bamako. Voilà, et nous ne sommes pas encerclés, nous sommes en toute liberté. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a entamé son intervention. L'image réelle du Mali en total déphasage avec celle que certains médias internationaux véhiculent à longueur de journée. Les FAMA évoluent en toute autonomie et engagent des résultats au quotidien. Les groupes armés terroristes sont acculés à telle enseigne qu'ils ont changé d'approche en s'attaquant aux industries, aux chantiers routiers et maintenant aux citernes de carburant. L'objectif est de créer la panique, voire le chaos. Mais les pronostics ont tous échoué. Le scénario qu'on vous a décrit et qui a été concocté, nous le savons, dans des officines, des services de renseignement étrangers, mais aussi sur les tableaux, sur les plateaux de télévision, n'est pas le Mali, n'est pas le Bamako que vous avez en face de vous. Donc il est important que ceux qui sont derrière ces terroristes et ceux qui se présentent comme aujourd'hui des relais du message des groupes terroristes puissent comprendre que toute cette désinformation ne portera pas, parce que en réalité, ceux qui décrivent, ils doivent sortir de leurs rêves pour venir à la réalité. La réalité, elle est différente. Le Mali est là. Aujourd'hui, le Mali est un pays normal dans une situation anormale. Ça arrive à tous les peuples et nous y faisons face avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Mais malheureusement, nos efforts ne sont pas connus et souvent même
volontairement altérés. Loin de ce qui est vulgarisé, il n'y a pas de blocus sur Bamako. Certes, il y a des perturbations dans l'approvisionnement d'hydrocarbures, mais tout est mis en œuvre pour rétablir rapidement la situation. L'État s'est organisé, a mis en place un plan stratégique pour reprendre l'approvisionnement, pour assurer la sécurité des convois et plus généralement intensifier des opérations militaires pour la sécurisation du pays. Et progressivement, vous voyez que des centaines de camions arrivent par jour pour reprendre l'approvisionnement de Bamako et d'autres localités, et nous allons maintenir ces efforts. Le ministre Diop n'a pas manqué de saluer la résilience et le sacrifice des Maliens, particulièrement celui des FAMA et des chauffeurs dans l'approvisionnement correct du pays. Aux organisations internationales et États, le message reste le même. Aucune action concernant le Mali ne se fera sans le Mali. La réaction terrible de l'Union africaine est très en deçà de nos attentes et très en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment, comme vous le disiez, le ministre Diop tout à l'heure, aider à la résolution de ce problème. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle vienne d'abord au Mali, qu'elle comprenne les problèmes du Mali avec les Maliens et qu'elle trouve des solutions avec les Maliens qu'elle va appliquer avec l'accord des Maliens. Dans ce contexte de désinformation, la tenue du BAMEX est la meilleure réponse aux fausses informations partagées. Le BAMEX participe de la volonté des autorités de moderniser notre outil de défense et de sécurité, mais pas que. Parce que le Mali a décidé de renforcer ses capacités de défense et de sécurité dans une vision d'autonomie. Parce que le Mali a eu des partenaires dans le passé sur le plan de la défense et de la sécurité, mais c'était des partenariats qui étaient fondés sur des concepts de dépendance. C'était des partenariats qui ne nous ont jamais permis d'avoir les capacités pour nous défendre. Avec la Turquie, le recours à des technologies turques de défense nous permettent d'envisager pour le Mali la création d'une industrie de défense. Aujourd'hui, le Mali et la Turquie travaillent ensemble pour renforcer des relations économiques et commerciales. Car la sécurisation du pays et la recherche de la paix vont de pair avec le développement socio-économique. Et c'est cette approche holistique qui caractérise la vision des autorités maliennes. BAMEX 25, un espace inédit de découverte des innovations technologiques en matière d'armement. Les industriels turcs exposent dans les différents stands plusieurs autres types de matériel de sécurité, comme les drones de première génération et de dernière génération, des gilets pare-balles ou encore des lance-roquettes. Al-Jumatina et Toumani Djabate nous amènent dans l'univers des armes. Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025, le génie créateur des industriels turcs en matière d'armement est perceptible dans les différents stands. On y trouve presque toutes sortes d'arsenal de sécurité, à commencer par des drones de dernière génération, adaptés aux enjeux sécuritaires du moment. Un tour dans les stands des sociétés Skydagger et STM nous permettent d'en savoir davantage. L'entreprise fabrique des drones. On a 3 types de drones qui sont actuellement là. Le premier qui est là, ça c'est un drone armé avec les balles. La portée c'est 10 km et puis l'endurance c'est 35 minutes. Et puis là, on a un drone de reconnaissance de surveillance tactique. La différence entre les deux est que là, il n'y a pas de munitions. Avec ça, tu peux avoir la position d'une telle personne à un tel endroit. Ça prend l'image et puis ça te l'envoie. Les drones kamikazes sont là-bas. Quand ce drone t'envoie l'image, tu peux directement utiliser les drones kamikazes pour attaquer la cible. Là, nous avions 5 types de drones exposés pour cette foire. Leurs différences sont essentiellement en fonction de leur distance qu'ils peuvent parcourir et la charge qu'ils peuvent porter. Voici les plus petits, donc, qui est notre drone minime qui peut prendre une charge de 500 grammes et parcourir une distance de 5 km. Et celui-ci, c'est les plus grands qui peut prendre une charge de 10 kg et parcourir une distance de 10 km, donc avec une vitesse de 160 km/h. Des bombes balistiques adaptées au contexte actuel sont également exposées surtout par l'entreprise turque Esaev Technology, spécialiste en la matière et reconnue mondialement. Des bombes de 60 mm, de 40-53 mm, de 155 mm, et à 122 mm et de 80 mm. Autre stand, autre innovation technologique et savoir-faire turc, des plaques balistiques pour les gilets pare-balles et l'arme permettant de lancer des obus et des grenades à des distances longues et précises. Nous sommes en face d'un lanceur d'obus et de grenades. La lancée maximale, elle peut atteindre jusqu'à 2 km.
Mais la lancée unique, c'est-à-dire exacte, pour que ça détruise une cible, elle est de 1 km 500 mètres pour destruction de toute cible présente sur la zone. Et sa destruction est faite à un rayon assez élargi. Donc cette arme aussi, elle pèse 38 kg et elle peut être utilisée sur les véhicules mobiles et les hélicoptères aussi. Les gilets paraballes qui protègent les individus. Généralement, ces gilets, c'est avec le fer. C'est-à-dire qu'ils mettent le fer dans les gilets. Mais la Turquie, cette société, a une particularité, c'est-à-dire au lieu de fer, ils ont mis cette matière-là. La matière s'appelle carbure de bord. Sont aussi au rendez-vous de cette exposition Bamex Bamako 2025 des missiles roquettes made in Turkey. Des munitions ultramodernes, performantes et fiables dans le domaine de la défense et de la sécurité. En tout cas, un véritable régal pour les participants qui profitent pour échanger avec les géants de l'industrie turque de la défense et de la sécurité, connus à travers le monde pour leur technologie militaire de pointe. Et vous pourrez suivre le JT spécial Bamex 25 après ce journal, une présentation de Sira Bachili. 43e conférence générale de l'UNESCO en Ouzbékistan. La journée a été marquée par la prestation de serment du nouveau directeur général, l'Égyptien Khaled El Enani, élu le 6 novembre dernier, s'est engagé à accomplir sa mission dans le respect des valeurs et principes de l'organisation. Le nouveau directeur général de l'UNESCO, qui a décliné ses priorités, envisage aussi de mettre l'organisation au service des États membres. Envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Abdul Salam Bambara. Un engagement à servir une cause, celle de la paix dans le monde et du dialogue des civilisations. Devant la famille UNESCO réunie en Ouzbékistan, l'Égyptien Khaled El Enani prête serment en sa qualité de directeur général. Professeur d'égyptologie depuis plus de 30 ans, ancien directeur de musée, ancien ministre des Antiquités et du Tourisme de son pays, membre de plusieurs sociétés savantes, l'homme a bien le profil de l'emploi. Désormais aux commandes de la maison UNESCO, il entend mettre l'organisation au service des États membres. Cela en protégeant le droit à l'éducation pour tous, y compris dans les zones de conflit, en faisant progresser une science ouverte, progressiste et inclusive, en mettant la culture au service de la prospérité et en œuvrant à la défense de l'intégrité de l'information dans le domaine public. À cela, il faut ajouter les deux priorités globales de l'organisation, à savoir la priorité Afrique et l'égalité des genres. Je ne commettrai pas l'erreur de croire que le nombre de voix portées à ma candidature s'attache à ma personne. Il exprime une espérance envers une mission immense, pour laquelle vous me trouvez aujourd'hui animé d'une détermination infrangible. Faire de l'UNESCO un lieu de construction de la paix durable dans un monde dominé par les inégalités et les divisions. Choisi le 6 octobre dernier par le Conseil exécutif et élu le 6 novembre par la conférence générale, le 12e directeur général de l'UNESCO est le premier issu du monde arabe et le second du continent africain. Son parcours, sa vision et son engagement à servir l'UNESCO sont salués par le président de séance. Vous nous apportez cette vision inclusive et claire, l'UNESCO pour les peuples, qui nous rappelle que l'UNESCO est avant tout une organisation dont les États membres sont les véritables moteurs, une famille unie par le dialogue, la diversité, la solidarité. Le nouveau directeur général de l'UNESCO reçoit ensuite les félicitations des pays membres à travers les groupes électoraux et les responsables de délégation. Monsieur le directeur général, nous vous assurons de notre soutien total et de notre collaboration étroite. Nous sommes convaincus que sous votre leadership, l'UNESCO poursuivra et confortera chacun de ses mandats et atteindra avec le concours de tous de nouveaux sommets et de nouveaux mandats. Le cap est donc fixé pour le nouveau directeur général qui prendra ses fonctions au lendemain de la conférence générale le 15 novembre. Ainsi débutera pour lui un mandat qui va durer 4 ans au cours desquels le promu invite l'ensemble des acteurs à écrire avec lui un nouveau chapitre de la vie de l'UNESCO. Et lors de sa visite au siège Kafodjiguineo après l'incendie qui a causé des dégâts matériels, le ministre de l'économie et des finances a salué le professionnalisme des hommes du feu. Nous l'écoutons au micro de Batraori. Nous sommes venus très tôt visiter les locaux de Kafodjiguineo
Comme vous le savez, un incendie s'est déclaré dans les locaux. Donc il fallait que nous venions en tant que ministre des tutelles, au nom des plus hautes autorités du Mali, nous rendre compte de l'état des dégâts et de voir avec la direction du CAFO quelles sont les mesures urgentes à prendre. Donc nous avons été en tout cas surpris par l'ampleur des dégâts et nous avons constaté effectivement que l'incendie est parti du groupe et qui contenait déjà plus de 600 litres de gasoil, donc ce qui a fait tout ce qu'on a vu comme fumée, comme chose. Mais il faut vraiment féliciter le professionnalisme et en tout cas la réaction rapide et appropriée donc des forces de l'ordre, notamment des sapeurs-pompiers. Et je tiens à cette occasion à remercier le ministre en tout cas, de la Sécurité et de la Protection civile pour cette réaction rapide qui a vraiment permis de circonscrire le feu et de pouvoir limiter très considérablement les dégâts. Comme vous le constatez, c'est juste le flanc arrière du bâtiment qui a été touché. Toute la devanture n'a pas du tout été touchée. Ça, c'est grâce à l'intervention rapide de ces sapeurs-pompiers. Et la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako a saisi cet après-midi une citerne illégalement parquée dans une rue de la cité du Niger contenant du carburant. Selon les informations reçues sur le terrain, le propriétaire ne dispose d'aucune autorisation pour mener une telle activité. Pour plus de précisions, écoutons Fousseini Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako, au micro de Youssouf Diakité et Sidi Modibo Dambili. Aujourd'hui, nous sommes dans la cité du Niger, nous avons reçu une information. Et cette information disant qu'il y a une activité qui se passe ici. Il y a des étrangers qui sont en train de qui ont amené une citerne dans une rue, une citerne remplie d'essence et qu'ils sont en train de vendre vraiment à des citoyens. Donc, face à une telle information, nous avons envoyé une équipe pour venir vérifier l'information. Pour arriver sur les lieux, l'équipe est venue trouver qu'il y avait certains clients même qui étaient là, qui voulaient vraiment prendre leurs bidons. On a même vu les bidons vides ici. D'autres, à l'arrivée de l'équipe, n'ont pas pu plus se procurer vraiment de leurs bidons, de leur carburant. Et nous qui sommes des services habilités vraiment à donner des autorisations, et nous n'avons pas été vraiment avertis. On n'était pas vraiment au courant de ça. Et cette structure, ces gens-là ne disposent vraiment pas d'une autorisation pour pouvoir mettre l'essence dans un tel récipient et puis encore s'adonner aussi à cette activité illégale. Nous parlons de spéculation parce que là déjà nous avons le dénonciateur qui a donné l'information parle vraiment de 40 000 francs les bidons de 20 litres. Ça c'est une spéculation. Ça c'est nettement supérieur vraiment au prix. Parce que l'essence, le prix officiel de l'essence, c'est 775 francs le litre. Faites la multiplication, les 20 litres, ça n'atteint pas vraiment cette somme-là. On va entamer une procédure donc à l'encontre vraiment de ceux qui se sont exposés à de telles activités illégales. Et appliquer la sanction et les sanctions les plus sévères. Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, on en parle ce soir également. Un panel a été animé autour de la problématique « Comment mieux faire pour inculquer les valeurs du Maya et du Dambé, socle de la construction du Mali d'Inkoura aux générations présentes et futures ». Conférenciers et participants sont unanimes qu'il faut retourner à nos valeurs fondamentales pour la prospérité. Seydou Traoré et Tchédia Kamara ont suivi ce panel pour ORTM 1. Le Maya et le Dambé sont des valeurs ancestrales de la société malienne qu'il convient de perpétuer pour être encore mieux ancrés dans la tradition malienne. C'est dans ce sens que cet exposé a été développé en long et en large par Bourama Soumano, conférencier et président de Calamblon. La parole d'un vieux est comme une crotte d'hyène, plus elle vieillit, plus elle blanchit. Chaque lignée a un ancêtre, appelé l'ancêtre éponyme du clan. Et il est demandé à chacun de nous de s'identifier à cet ancêtre. De Kidal à Kaï. Tu peux voir 13-16 langues différentes, mais les valeurs culturelles 5 là, nous les partageons tous. Quel que soit ton pouvoir, on te demande d'être humble pour être en harmonie avec les autres.
Les retours à nos valeurs essentielles reposent pour beaucoup sur le respect, la confiance en soi et la responsabilité, des valeurs partagées par les légitimités et les citoyens. Comme l'a expliqué Bourama Soumano, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Pour revendiquer ta place, il faut rester fidèle à toi-même. Autrefois, les Bambara étaient reconnus pour leurs valeurs. Il est important que nous revenions à ces valeurs essentielles. J'ai beaucoup appris à travers cette conférence. La première chose est l'éducation, le dambé et le bon comportement. Nous avons aussi compris la part de responsabilité des chefs de famille dans la gestion du foyer. Les chefs de famille doivent s'assumer pour assurer la bonne gestion des familles. Et Dieu merci, aujourd'hui, le Mali est le pays des grands empires. Quand on parle de dambé, on parle de Oronia, on parle de Diatiguia, on parle de cousinage. Le Mali, c'est la base. Tous les pays que j'ai fait, tous les royaumes, ils ne parlent qu'une seule chose, que le Mali, c'est le berceau de l'humanité. La journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles est bien plus qu'une opportunité pour chaque Malien de retourner aux valeurs traditionnelles avec des fondements basés sur l'éducation, le respect du bien public, le patriotisme, entre autres. Célébration de la journée des légitimités traditionnelles à Kaikuli, Koro, Sikasso et Kuchala. Les chefs de village et de quartier saluent les autorités de la transition pour cette reconnaissance. L'événement a rassemblé l'ensemble des chefs coutumiers, sociétés civiles et autorités administratives. Remise d'attestations de reconnaissance à des notabilités, à des autorités régionales et à des légitimités traditionnelles. Des conférences débats ont été les temps forts dans ces différentes régions. Kabadjara, Adama Traoré, Moussokoro Sereme et Ibrahima Kone sont nos différents reporters. Les légitimités traditionnelles de la région des Cailles, vêtues de leur plus beau boubou, pour célébrer une journée très spéciale et importante qui leur a été dédiée en 2022 par le gouvernement du Mali. Il s'agit de la journée des légitimités traditionnelles célébrée chaque 11 novembre. Elle vise à reconnaître et à promouvoir le rôle des autorités traditionnelles dans la société malienne. Nous remercions vivement le chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, son gouvernement, pour avoir consacré une journée à leur nom. Cette journée leur a été dédiée pour encore magnifier leur rôle et leurs responsabilités dans la construction de la nation. Le rôle des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali Koura est le thème retenu pour cette 4e édition de la journée des légitimités traditionnelles. Le Mali Koura n'est pas un slogan, c'est un appel à la conscience nationale. C'est l'image d'un citoyen responsable, honnête, travailleur et attaché à la paix. C'est aussi un être ancré dans ses valeurs, mais ouvert à la modernité, capable d'allier la sagesse de nos ancêtres et les exigences du monde moderne. Or, l'éducation et la construction de ce Mali Koura ne peut se faire sans les repères moraux et culturels qui représentent nos autorités et légitimités traditionnelles. À l'issue de la cérémonie des notabilités des légitimités traditionnelles ainsi que le gouverneur de la région ont reçu des attestations de reconnaissance. Notons qu'une attestation de reconnaissance a été remise à titre posthume à la famille de l'ancien chef du quartier Liberté et ancien président de l'association des légitimités traditionnelles des Cailles, Salif Diarra, très engagé pour la cause de ses semblables. La légitimité traditionnelle constitue un maillon essentiel et incontournable dans la chaîne de gouvernance de l'État. C'est pour cette raison que les autorités en charge de la transition ont initié cette journée. Une journée au cours de laquelle une reconnaissance méritée est rendue à ces gardiens de nos us et coutumes. L'objectif de cette journée vise à faire connaître les légitimités traditionnelles, valoriser leurs fonctions, réaffirmer leur ancrage dans la société et contribuer à enrichir le système de gouvernance de l'État. La célébration de cette 4e édition de la Journée nationale de la légitimité traditionnelle s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les légitimités traditionnelles constituent une institution essentielle de la société malienne. Elles ont mis en place des mécanismes basés sur les pratiques et les traditions afin de maintenir la cohésion sociale, prévenir et gérer les conflits, promouvoir la paix
et la stabilité. Les autorités et légitimités traditionnelles assurent les formes de protection traditionnelles qui consistent en des règles d'éthique et d'interdit, privilégiant en particulier le devoir de transmission des savoirs, des savoir-être et savoir-faire endogènes, considérés comme des traits distinctifs de l'identité culturelle des communautés ou ayant un caractère sacré ou religieux. Cette 4e édition avait pour thème rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoua. Les 46 chefs de village et de quartiers de la commune urbaine de Sikassou ont été célébrés dans une ambiance d'échange franc et d'écoute mutuelle autour des rôles et responsabilités des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoua, thème 2025. Une journée de dialogue intergénérationnel et de transmission au cours de laquelle les femmes et les jeunes ont tenu à exprimer leurs attentes vis-à-vis de ces gardiens des valeurs sociales et culturelles dans une société en pleine mutation. Ce sont nos références, ce sont nos repères, et surtout dans le cadre du débat intergénérationnel. Nous comptons beaucoup sur eux pour vraiment mettre en place ce cadre-là, pour pouvoir vraiment rassembler la couche juvénile. C'est au moins se créer encore la cohésion entre les femmes et au moins se créer un lien entre les femmes du quartier sous forme de concertation, même si c'est mensuel, pour au moins les informer de nos valeurs traditionnelles. À travers une projection d'images retraçant l'histoire de ces médiateurs du quotidien, la coordination des chefs des quartiers s'engage à faire de la préservation du vivre ensemble et de la paix un devoir moral dans une région qui a toujours fait de la tradition un levier de développement social. Les légitimités traditionnelles sont très fiers des autorités de la transition qui ont entrepris des actions pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. En retour, les légitimités traditionnelles accompagneront les autorités de la transition pour une sortie de crise qui est synonyme de paix. Serrer nos rangs, formant un seul bloc pour barrer la route aux impérialistes, aux colonialistes, aux fédéralistes. La région de Sikassou, riche de sa diversité ethnique et culturelle, a toujours été un modèle de tolérance et de cohésion. À travers les efforts conjoints de l'administration, des légitimités traditionnelles et des forces vives, nous continuerons à promouvoir le dialogue, la concertation et la solidarité communautaire comme gage d'un développement harmonieux et d'une paix durable. La célébration de la journée des autorités et légitimités traditionnelles s'achève à Sikassou dans une atmosphère de reconnaissance et de solidarité. Des attestations et distinctions sont décernées à la chef de l'exécutif, au préfet et aux parrains et marraines du mois de la solidarité. Et dans un élan patriotique, un fonctionnaire à la retraite décide d'offrir de sa pension une somme symbolique de 25 000 francs CFA à la zone de défense au numéro 8 en guise de contribution à l'effort de guerre. Cette journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles est fêtée à Koutiala avec faste sous l'égide du gouverneur. Ainsi, dans une salle pleine à craquer, la motivation et l'engagement des garants de la tradition sont forts pour l'éducation et la construction du Mali d'Inkoua. Le Mali d'Inkoua représente un projet de refondation sociale, culturelle, politique, morale du Mali. Il vise à reconstruire une société fondée sur les valeurs authentiques maliennes. Dans ce processus, les autorités traditionnelles jouent un rôle central car elles incarnent les valeurs, les savoirs et la mémoire collective de la nation. Je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage à toutes les autorités et légitimités traditionnelles du cercle et de la région de Koutiala pour leur engagement constant en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement. La fête des autorités et légitimités traditionnelles dédiée à la renaissance des valeurs, l'identité et les traditions maliennes traduit la volonté du gouvernement à redécouvrir nos propres repères, valoriser nos institutions ancestrales et mobiliser les forces vives pour la reconstruction nationale. Les autorités et légitimités traditionnelles sont les premiers représentants de l'État.
dans les villages, quartiers et fractions pour défendre, appliquer et faire appliquer la politique de l'État. Elles sont les premières autorités à aborder des questions d'éducation, de prévention et de résolution des conflits. À Koutiala, la fête du 11 novembre, journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, est marquée par des conférences sur le concept Mali Denkoura, le programme présidentiel de développement de la culture ainsi que les valeurs du Maya et du Dambé. Cette journée a été célébrée également à Gao, Kidal, Taoudéni et Nioro du Sahel, une journée qui a permis aux participants de mettre un accent sur les valeurs sociétales que les anciens doivent transmettre aux jeunes pour répondre aux attentes des Maliens. Idrissa Djibrila Maïga, Aliou Idrissa Maïga, Fousseini Samake et Moussa Diakité. Les chefs des villages et fractions, les chefs des quartiers, la société civile, les chefs militaires et autorités administratives, bref, tout le monde était présent pour la célébration de cette grande journée. Nous sommes en train de travailler à revenir aux valeurs d'antan, à nos notabilités, à nos chefs. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, nos chefs de village, de fraction, de quartier, peuvent résoudre les problèmes avant que ça n'arrive au niveau hiérarchique. Pour les légitimités traditionnelles de Gao, le 11 novembre est une journée historique au Mali. Cette journée porte un thème hautement symbolique et visionnaire, rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali Denkoura. Ce thème n'est pas un slogan, c'est un appel, un engagement, une mission. Durant des siècles, les communautés et les institutions traditionnelles ont, par leur génie créateur humain, organisé la société et sont parvenus à un brassage multiséculaire ayant favorisé les échanges fructueux et créatifs qui ont permis de maintenir les valeurs identitaires des différentes communautés et les liens socio-culturels et de prévenir et gérer les conflits intracommunautaires tout en assurant la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les populations diverses aux coutumes variées. Après la cérémonie, le chef de l'exécutif régional et sa délégation ont visité le bureau de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao. Cette année, la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles a été célébrée sous le thème rôle et responsabilité des autorités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali Denkoura. Un thème très évocateur. Vous, chefs traditionnels, vous êtes la plante des pieds sur laquelle tout doit être construit. C'est vous qui êtes les premiers formateurs des communautés. C'est vous qui êtes les premiers enseignants des communautés. C'est vous que tous les autres que vous voyez qui représentent l'État ou les autres services, ils travaillent pour vous. Des attestations de reconnaissance ont été délivrées aux légitimités traditionnelles qui se sont distinguées au cours de l'année. Et la remise des arrêtés de création des 5 nouveaux quartiers de la ville de Kidal. La journée de 11 novembre, légitimité traditionnelle, a été célébrée à Kidal. C'était vraiment une journée bien célébrée parce qu'on avait parlé de tout. On avait parlé de tout. On avait demandé à la légitimité traditionnelle leur engagement. On les a fait savoir qu'aujourd'hui l'État a fait ce qu'elle doit faire. Ils ont eu leur place dans l'État. Ils sont entre l'État et la population. Ils doivent jouer correctement leur rôle. Le président de la transition, le général de l'armée Assimi Goïta, il a même prévu des sièges pour légitimité tradition dans chaque région. Les chefferies traditionnelles jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de nos sociétés. C'est pour informer et sensibiliser ces dépositaires et détenteurs des valeurs sociétales sur leur rôle et responsabilité dans l'éducation et la construction du Mali Denkoura que se tient cette rencontre dans la région de Taoudéni. L'objectif général de cette journée est de contribuer à mieux impliquer les autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali Denkoura. Elle se propose de mobiliser les institutionnels, les responsables des collectivités territoriales, les communautés, les professionnels du patrimoine et les organisations de la société civile pour échanger et faire davantage valoir aux institutions et structures traditionnelles l'importance de leur rôle
et responsabilité dans l'éducation et la construction du Mali. Le 11 novembre comme fête au niveau national, c'est un retour aux sources. Donc ils doivent apporter le maximum dans le cadre de l'éducation surtout et du vivre ensemble. Donc je considère qu'ils ont un très grand rôle à jouer. Les communications sur les thèmes comme Maya et Dambé, rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles et autorités dans la transmission des valeurs aux jeunes ont été au centre des échanges. Cette journée est une grande journée vraiment pour nous, la jeunesse. Et comme vous savez, les Maya et les Dambé sont des valeurs fondamentales. Donc en tant que jeunes, vraiment, nous demandons vraiment que les légitimités traditionnelles vraiment nous prodiguent des conseils. C'est une journée nationale sur tous les territoires de notre pays. Je lance un appel pour la cohésion sociale. Et je lance un appel aussi pour l'éducation et pour vivre ensemble. À travers l'idée du chef de l'État, il faut que vraiment, à travers l'éducation, qu'on peut avoir une valeur de notre pays. La journée dédiée aux légitimités traditionnelles s'inscrit dans la politique nationale de la consolidation des valeurs traditionnelles afin de construire un Mali d'Inkoura. À Nioro, la célébration du 11 novembre, journée des autorités et légitimités traditionnelles, aura comblé toutes les attentes. Les forces vives de la région, avec en tête le gouverneur de région, unis comme un seul homme, se sont mobilisés pour donner à la journée tout son sens et pour montrer le rôle et la place que ces artisans de paix et de stabilité, gardiens des us et coutumes, occupent dans la région. Les autorités et légitimités traditionnelles de la région de Nioro s'engagent à s'impliquer dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura, d'exprimer notre soutien et notre accompagnement au président, le général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement depuis les premières heures de la transition. Les autorités et légitimités traditionnelles ont un rôle particulier à jouer dans la sensibilisation, la rééducation et la construction du Mali d'Inkoura bâti sur le Maya Nidambé. Je profite de l'occasion pour remercier les populations de Nioro pour leur sens élevé du patriotisme, leur résilience et leur engagement sans réserve aux côtés des autorités de la transition. J'en appelle solennellement au sens patriotique de chacun et de chacune pour poursuivre ce combat de la dignité. Les autorités et légitimités traditionnelles de Nioro ont mis à profit cette journée pour remettre des trophées et des attestations de reconnaissance à certaines personnalités de la région pour les efforts déployés à leur endroit. La région de Dioula et Kita, à l'instar des autres régions, a également célébré la journée nationale des autorités légitimités traditionnelles. Les défenseurs de nos valeurs ont promis de contribuer à la promotion de la paix et à la cohésion sociale, le vivre ensemble. Mustafa Doumbia, Mahamadi Alioubari. Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura, c'est le thème de la 4e édition de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles célébrée à Kita. Cette journée instituée par les plus hautes autorités du pays pour rendre hommage aux autorités traditionnelles est bien plus qu'une simple célébration. Elle est le symbole de notre attachement aux valeurs ancestrales. Le 11 novembre, journée décrétée pour les légitimités traditionnelles, nous comble de joie. Merci au général président. Le 11 novembre, dédié à la journée nationale des légitimités traditionnelles, est un cadre institutionnel d'échange, de donner et de recevoir entre les pouvoirs publics et ceux-là même qui incarnent notre glorieux passé en vue de la préservation de nos valeurs ancestrales. Toutes nos reconnaissances à l'endroit de toutes les autorités du pays. Mention spéciale au président Assimi Goïta pour toutes ses orientations pour la souveraineté et pour le respect de notre pays. Toute la nation malienne est d'accord que les légitimités traditionnelles sont des sages et des viviers pour la paix et la concorde au Mali, d'où leur place et leur responsabilité dans le vivre ensemble et la cohésion nationale. En raison du rôle important joué par les légitimités traditionnelles dans la vie de la nation, dans le cadre du processus de la refondation de l'État en cours et dans le but d'engager un développement social, inclusif, durable et efficace, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a consacré le 11 novembre, journée nationale des légitimités traditionnelles suivant le décret numéro 2022-0128 PTRM
du 4 mars 2022. Rappelons que la célébration de cette journée est de contribuer à une meilleure exploitation du système de gouvernance des légitimités traditionnelles pour promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et soutenir la refondation de l'État. C'est une célébration de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles placée sous le thème rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura. Elle a mobilisé les chefs de village de la région, les représentants des confessions religieuses, les maires, les préfets et sous-préfets, ainsi que les représentants des organisations de la société civile. Nous saluons l'institutionnalisation de cette journée. Elle a permis aux chefs de village d'être plus respectés. Nous formulons des bénédictions pour le pays et pour les autorités. Ça nous a amené même à habiller, à donner une tenue aux différents chefs de village, en plus des macarons qui leur ont été attribués par la présidence de la transition, les plus hautes autorités. Et le changement, c'est que ça a permis à ces chefs de village, à ces autorités traditionnelles de se redonner confiance. La Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles est une occasion de faire connaître davantage le rôle et les responsabilités de ces personnalités. L'institutionnalisation de cette journée est une initiative à saluer. Je place cette journée-là sous le signe de la paix et la réconciliation nationale. J'ai demandé aux chefs de village et à toute la région de Dioïla de faire des bénédictions pour le pays, pour qu'on puisse sortir de l'ornière, c'est-à-dire la guerre imposée au Mali par les terroristes. Les représentants des confessions religieuses ont saisi le cadre pour saluer les efforts de l'État et faire des bénédictions pour les autorités et pour le pays. Parlons toute autre chose à présent. L'association La Femme en Moi a organisé une session de formation à l'intention d'une vingtaine de femmes sur le thème « La vérité comme arme contre la désinformation et la protection des droits des femmes et des filles ». Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. La promotion du leadership féminin, c'est le combat que mène l'association La Femme en Moi. Le créneau du jour, une session de formation sur la compréhension de la désinformation. Cette session permet aux femmes de mieux s'exprimer, d'occuper l'espace médiatique et de faire entendre leur voix sur les questions qui les concernent. Dans nos sociétés et particulièrement dans nos espaces numériques, la désinformation est devenue une arme redoutable. Elle manipule, divise, déforme les réalités et s'attaque souvent à celles qui osent s'exprimer. Les femmes journalistes, militantes, blogueuses ou animatrices en font régulièrement les frais. Insultes, harcèlement, campagnes de dénigrement, rumeurs infondées, autant d'attaques qui visent à les réduire au silence. Face à cela, notre réponse, c'est la vérité. Le formateur du jour, journaliste expérimenté, a pour sa part expliqué que la session portera sur des modules pratiques. Selon des études menées par un cabinet américain, chaque jour qui passe, il y a à peu près 1,5 milliard de fake news qui circulent à travers le monde. On dénombre quelques 500 millions de personnes qui partagent tous les jours au moins 3 fausses nouvelles. Et selon cette étude menée par le cabinet américain, il semble également que le réseau social qui diffuse le plus de fausses nouvelles, c'est Facebook. Vous avez pris cette année un thème important, la vérité, comme moyen de lutte contre la désinformation. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose qui puisse s'opposer au mensonge si ce n'est pas la vérité. La vérité est nécessaire. Cette session de formation entend marquer une nouvelle étape dans les actions de l'association en faveur du rôle et de la participation des femmes dans les médias et la communication au Mali. Et suite à l'assassinat de la jeune influenceuse, des messages de condamnation nous sont parvenus. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dit avoir appris avec tristesse l'assassinat lâche de la jeune influenceuse Mariam Sissi le vendredi 7 novembre 2025 à Tonka, dans la région de Tombouctou. Cet acte ignoble dénote une fois de plus la barbarie et le désespoir des groupes armés terroristes. Mariam Sissi a été assassinée pour avoir soutenu son armée qui engage des
des victoires sur les forces obscurantistes et leurs sponsors. À travers ce crime odieux, les groupes armés terroristes ne font que renforcer la détermination des millions de Mariam Cissé, conscientes du sacrifice qu'exige le choix souverain de notre pays. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille rassure les populations de Tonka, singulièrement la famille de la victime, que cet acte barbare ne sera pas impuni et que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les auteurs et leurs complices répondent de leur forfait devant la justice. En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée et la courageuse feu Mariam Cissé, aux populations de Tonga et partout où les populations résistent aux forces obscurantistes. Le réseau des femmes parlementaires du Conseil national de transition, la CAFO et les femmes du Mali condamnent cet acte barbare et ignoble avec la dernière rigueur et présentent leurs condoléances à la famille de Mariam Cissé. Ils félicitent également les autorités qui ont invité la justice à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ce crime odieux. Expérimentation de nouvelles variétés de semences et de pesticides à l'Office du périmètre irrigué de Baguineda en vue de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Il s'agit de nouvelles techniques en matière de riziculture. Une équipe de supervision était sur le terrain pour constater l'impact des innovations. Tchemogo Konaté. Office du périmètre irrigué de Baguineda, une superficie de plus de 80 hectares, abritant des champs de riz appartenant à différents producteurs de la circonscription. Producteurs qui expérimentent depuis 2 ans de nouvelles variétés de semences et de pesticides à eux proposées par le Centre régional de recherche agronomique de Sikasso, une structure relevant de l'IER, l'Institut d'économie rurale. À titre d'exemple, nous sommes dans les champs d'un nommé Bakary Doumbia, où l'impact des innovations se fait déjà sentir. Ils nous ont apporté de nouvelles variétés de semences qui résistent à la cécidomie, qui est une maladie. Nous les avons expérimentées en plus des pesticides. Certaines variétés ont été pulvérisées, d'autres ne l'ont pas été. Nous avons constaté une nette amélioration. Il s'agit de nouvelles variétés créées par l'IR, des variétés performantes et à haut potentiel de rendement. Ensuite, le deuxième test de démonstration a porté sur une approche de gestion intégrée contre la cécidomie africaine du riz. Alors, cette approche de gestion intégrée combine les variétés performantes développées par l'IR en association avec l'huile de Nîmes, un biopesticide dont la matière active c'est de l'azadiractine, a des propriétés insecticides, des propriétés insectifuges et des propriétés anti-appétants. Alors, cette molécule azadiractine contenue dans l'huile de Nîmes, combinée aux variétés dans un dispositif de lutte intégrée, permet de contrôler de manière efficace la cécidomie africaine du riz. Et c'est également une méthode très écologique puisque ça permet de préserver l'environnement. Des avancées majeures en matière rizicole qui découlent d'une volonté de faire de la recherche et de l'innovation des actions perpétuelles. Nos technologies contribuent à booster le rendement du riz puisque les variétés habituelles cultivées par les producteurs comparées à nos nouvelles variétés, vous verrez qu'il y a une différence d'1,5 tonne à 2 tonnes par hectare. Sentiment de satisfaction donc pour les producteurs et l'équipe de supervision qui espèrent tous cette année une augmentation substantielle des rendements. A souligné que le programme de résilience du système alimentaire en Afrique a démarré en août 2024 et s'étend sur 3 ans. Et cela fait 2 ans que l'armée malienne, dans ses prouesses, a repris la ville de Kidal, restauré du coup la dignité du peuple. On en parle dans l'émission Guélécan que nous vous proposons après ce journal en synchronisation avec la radio nationale. Guélécan, c'est en Bamanankan avec Cheikh Oumar Sankaré. Novembre bleu pour lutter contre les cancers masculins, une initiative de l'Office national de la santé de reproduction, ONACR, rattachée au ministère de la Santé et du Développement social. L'ONACR invite tous les hommes à se faire dépister. Ainsi s'achève cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour l'actualité demain 13h avec Aïché Baba Keïta et moi je serai là à 20h pour la grande édition. Vous aussi je l'espère. Nos grands-pères disaient qu'une seule main ne peut applaudir. Restons unis pour raisonner le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous.